Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cet entretien spécial. C'est un livre phare pour tous ceux qui s'intéressent à l'Algérie, son histoire, son présent et le rapport que ce pays entretient avec l'avenir, la région, mais aussi avec son propre peuple. Complexité du système politique, rapport tout aussi compliqué avec la mémoire, avec l'histoire, avec la France, ex-puissance coloniale, l'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, revient sur les 8 années que Xavier Driancourt a passées en Algérie en tant qu'ambassadeur de France dans ce pays, de 2008 à 2012, puis de 2017 à 2020. 2 périodes différentes, 2 périodes clés, au cours desquelles il est devenu une référence dans ce pays. Loin d'être un livre à charge contre Alger, l'énigme algérienne invite le lecteur au cœur des contradictions perpétuelles du système politique algérien et tente, à travers l'expérience d'un des postes diplomatiques français les plus difficiles, de lever le voile sur une traditionnelle opacité de la classe politique algérienne. Un livre qui est probablement aussi une matière première précieuse pour non seulement comprendre pourquoi la France est encore aujourd'hui au cœur du jeu politique algérien et vice-versa, mais aussi pour tenter de décrypter la relation devenue difficile entre le Maroc et l'Algérie à la lumière de la toute récente visite du président Macron au Maroc et du soutien clair et ferme de Paris à l'intégrité territoriale du Maroc en faveur du Sahara. Et j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur en personne de l'énigme algérienne, monsieur Xavier Driancourt. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, c'est le fruit de votre expérience diplomatique, mais pas seulement. C'est aussi vos souvenirs, vos ressentis personnels. Ça a un prisme bien particulier, une vue finalement un peu subjective de vous et de votre rapport à ce pays que vous aimez aussi. Oui, mais d'abord, je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Je suis très honoré de cet entretien. Merci de la présentation que vous avez faite. Ce livre, Chronique d'une ambassade à Alger, l'énigme algérienne, ce n'est pas du tout un livre à charge. Et ce n'est pas un livre subjectif, ce n'est pas un livre de mémoire. C'est au contraire une photographie de l'Algérie actuelle. Parce qu'il y a eu beaucoup de livres écrits sur la colonisation, il y a eu beaucoup d'ouvrages écrits sur la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, mais je me suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de livres sur l'Algérie actuelle et la complexité de l'Algérie et la complexité du rapport avec la France. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Alors, on va parler effectivement de cette complexité, de ce rapport complexe que le pouvoir algérien, mais aussi le système, c'est comme ça que vous le décrivez, se compose à 14 chapitres sur les enjeux de la société algérienne, une analyse au scalpel de la relation franco-algérienne, mais aussi et surtout du système politique en place dans ce pays. Système, c'est le terme que vous avez choisi pour décrire les mécanismes de décision et de fonctionnement du pouvoir algérien. C'est par là qu'on va commencer. Pourquoi ce mot de système ? Parce que c'est le terme qui est utilisé en Algérie. Donc je n'ai fait que reprendre ce terme, le système ou les décideurs, comme on dit à Alger. Et donc, voilà, ça définit un petit peu la complexité de la gouvernance algérienne. Et c'est ça que les Algériens, c'est le terme qui est employé par les Algériens. Donc, voilà, je l'ai repris parce que c'est un terme qui est assez commun en Algérie. Alors, vous parlez de fondamentaux inchangés depuis 1962. Vous parlez d'opacité, de nationalisme, de place prépondérante de l'armée et aussi d'un discours anti-français légitimant le régime. Qu'est-ce qui, selon vous, continue de faire vivre ce jusque-boutisme politique en Algérie aujourd'hui ? Moi, ce qui me frappe en tant que Français, en tant que citoyen, en tant qu'observateur simplement, c'est de voir que 62 ans après l'indépendance de l'Algérie, 62 ans après les accords d'Évian, l'Algérie n'a pas réussi à tourner la page de son passé avec la France.
Et donc, on l'a vu encore il y a quelques jours, le 1er novembre, qui était le 70e anniversaire du début de la guerre d'indépendance, le 1er novembre 1954. On voit encore ce discours anti-français. Et je trouve que c'est dommage que 70 ans après cette date et 62 ans après l'indépendance, on soit toujours dans cette complexité de la relation. Il y a un moment où il faut regarder l'avenir. Et puis, bon, le passé, c'est le passé, mais le passé, il a 62 ans. Voilà, il faut à un moment faire un arrêt sur image et puis dire on fait autre chose ensemble. Alors, on va parler justement de ce rapport au passé, mais avant, vous, personnellement, Xavier Driancourt, lorsque vous étiez en poste à Alger, comment est-ce que vous avez réussi à gérer cette situation, cette complexité, justement, qui passe de tour à tour de critiques, parce que ce sont des critiques virulentes, publiques, à l'égard de l'État français qui sont faites aux demandes, et vous en parlez aussi dans votre livre, aux demandes de services en privé, j'ai envie de dire. Alors, notamment en ce qui concerne l'élite algérienne, des services relatifs aux visas, aux attributions de passeports diplomatiques, mais aussi encore de séjours de santé, par exemple, de hauts responsables algériens en France. Comment un ambassadeur de France gère cela sur place ? C'est à la fois le fruit d'une expérience, le fruit de la patience, et il faut, j'allais dire, naviguer en permanence. Je me souviens que lorsque je suis arrivé la première fois en 2008, le secrétaire général du FLN, l'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, M. Belhadem, m'avait dit, ça m'avait fait une curieuse impression, il m'avait dit, au cours de l'entretien que j'avais avec lui, il m'avait dit, Monsieur l'ambassadeur, il faut savoir qu'en Algérie, il y a un piège derrière chaque buisson. Je m'étais dit, ça commence bien, ça va être difficile. Donc voilà, il faut gérer toutes ces contradictions. La gestion Mais ce n'est pas facile. On imagine. Et c'est vrai que la question mémorielle est au cœur de cette relation. Oui, la question mémorielle, elle est au cœur de la relation. Celle des visas et celle de la question mémorielle, ce sont effectivement les deux sujets les plus sensibles de la relation franco-algérienne. Et on voit que le président de la République, du côté français, depuis, disons, une dizaine d'années, il y a eu énormément de gestes qui ont été faits, que ce soit par Nicolas Sarkozy, que ce soit par François Hollande, que ce soit évidemment par le président actuel, Emmanuel Macron. Et encore, il y a 3 jours, il y a eu la reconnaissance de l'assassinat de Larbi Ben Midi. Donc voilà, il y a eu beaucoup de gestes qui ont été faits du côté français. La question de la mémoire est au cœur de la relation franco-algérienne. Juste peut-être un mot là-dessus. Je crois que jusqu'à un certain moment, jusqu'à une certaine date, c'était juste la question de la mémoire, de la reconnaissance des faits, et notamment de la colonisation. À partir de 2005, à partir du vote de la loi de 2005 en France sur justement la mémoire, on est passé du côté algérien de la reconnaissance à la repentance et puis ensuite à la criminalisation. Donc vous voyez, il y a une évolution très complexe du côté algérien et nous sommes en quelque sorte enfermés dans ce qui est une sorte de piège de la mémoire, de piège mémoriel, parce que tous les gestes qui ont été faits, notamment par le président de la République, n'ont débouché sur pas grand-chose. Oui, parce que lorsqu'il va à Alger en 2022 et qu'il parle, qu'il va loin dans le verbe, en disant qu'il parle d'une rente mémorielle. Oui, ça, c'est ce qu'il a dit en France en 2021 à vos collègues journalistes du Monde. Oui. Qui parle de falsification aussi, mémorielle. Il a parlé du système politico-militaire, il a parlé de falsification de l'histoire. Oui, il est allé très loin dans sa critique de cette rente mémorielle. Donc, est-ce que ça, c'est une orientation nouvelle de la classe dirigeante française à l'égard de cette relation avec Alger? Est-ce que lorsque le président Macron fait ce choix, oriente donc ces mots, fait le choix de cette terminologie sur cette thématique de la mémoire, il y a quelque chose qui bouge et qui peut faire bouger
la relation avec Alger, est-ce que ça fait bouger les choses de l'autre côté ou pas? Parce qu'on dit souvent, et vous dites souvent, que les autorités françaises n'osent pas faire avec l'Algérie ce qu'elles osent faire avec d'autres pays. Là, le président Macron est allé un peu plus loin, non? Le président de la République est effectivement allé très loin depuis 2017. Il a fait en quelque sorte ce que j'appelle le pari algérien. Le pari de l'Algérie qui a commencé dès 2017 lorsqu'il a dit la colonisation a été un crime contre l'humanité. Et donc ensuite, il y a eu toute une série de gestes mémoriels, la réhabilitation de Maurice Audin, la réhabilitation d'Ali Boumengel, la restitution de crânes de combattants algériens, donc tout récemment Larbi Bendi, la commission d'historiens présidée par Benjamin Stora. Mais voilà, il n'y a pas eu de retour du côté algérien et c'est ça le problème. Et ce qui explique aussi beaucoup de choses de la relation avec le Maroc, parce que ce pari algérien, le président de la République a constaté qu'il ne débouchait pas sur grand-chose. Et donc, voilà, il avait peut-être fait, nous avions peut-être collectivement fait une erreur d'appréciation vis-à-vis de ce pari. Un pari algérien, un pari qui n'a pas été réussi. Apparemment, pour l'instant. Ben, je dis que ce pari s'est un peu transformé en piège. Qu'est-ce qui maintient, selon vous, le système algérien tel qu'il est aujourd'hui, dans cette paralysie, dans cette volonté d'aller jusqu'au bout, quelle que soit la situation, et même si c'est contre-productif pour le peuple algérien qui reste otage de ces situations et de ces orientations politiques qui durent. Oui, alors je crois que du côté algérien, il n'a pas été saisi l'occasion qui était l'occasion du septennat et du quinquennat de Jacques Chirac. Parce que Jacques Chirac, président de la République pendant 12 ans, d'abord, il avait une relation extrêmement forte avec le Maroc, avec le roi Hassan II, avec le roi actuel, Mohamed VI, mais il avait aussi une relation extrêmement forte et personnelle avec Abdelaziz Bouteflika, le président algérien. Et il y a eu un moment, 2002, 2003, 2005, où la relation était très forte avec l'Algérie, et l'Algérie n'a pas saisi l'occasion de cette réconciliation historique et de cette réconciliation mémorielle. Ce Jacques Chirac avait aussi eu des mots extrêmement forts sur la colonisation. Et puis, comme l'Algérie n'a pas saisi cette occasion, ensuite les choses se sont progressivement dégradées. Et je crois que c'est ça la grande erreur, la grande difficulté, et le fait qu'aujourd'hui encore, les Algériens n'ont pas saisi le bras qui a été tendu par Emmanuel Macron depuis 2017. Et voilà, on en est là aujourd'hui. On va continuer de parler de la France, mais cette fois-ci par rapport au Maroc. La France reconnaît désormais le plan d'autonomie marocain, considéré comme la seule base pour aboutir à une solution politique juste et durable. Quelle résonance, quel impact cela peut-il avoir sur la relation entre la France et l'Algérie, d'une part, mais aussi sur la relation Maroc-Algérie, selon vous? On a vu la réaction des autorités algériennes dès le 31 juillet 2024, après la lettre du président de la République au roi du Maroc sur le Sahara, et non pas rupture des relations diplomatiques, mais rappel de l'ambassadeur. Et d'ailleurs, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a été nommé tout récemment ambassadeur au Portugal. Donc ça montre qu'il n'y aura pas tout de suite d'ambassadeur d'Algérie à Paris, que nous sommes entrés dans une phase de longue convalescence.
Et puis il y a eu d'autres mesures qui ont été prises, encore hier sur l'interdiction des importations françaises, l'interdiction des exportations vers la France. Voilà, il y a beaucoup de petits gestes qui ont été faits par l'Algérie pour manifester sa mauvaise humeur et sa très forte incompréhension de ce changement de paradigme. On va continuer de parler de ce dossier. Le régime algérien sait que le Sahara a toujours historiquement appartenu au Maroc, comme en témoignent les archives, mais aussi le droit international. Il continue pourtant de cultiver un double discours. J'aimerais vous entendre sur cette position-là. On parle de droit international devant l'ONU, mais du côté d'Alger, on continue aussi de soutenir clairement les milices du Polisario. Pourquoi ce double discours depuis déjà Pourquoi cela ne bouge pas d'un iota du côté d'Alger sur ce dossier? Je crois que la contradiction du côté algérien, c'est pas ce que vous venez de dire, c'est plutôt le fait que l'Algérie explique qu'elle n'est pas concernée par le Sahara, que ce n'est pas son affaire, mais que parallèlement ou en même temps, comme on dit, elle soutient le Front Polisario et elle condamne le Maroc. Donc c'est ça la contradiction. D'un côté, nous ne sommes pas concernés, c'est une question de décolonisation, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais s'il n'est pas concerné, pourquoi intervenir autant sur cette question, sur ce dossier? Pourquoi prendre des décisions dure vis-à-vis de la France lorsqu'il y a cette reconnaissance de juillet 2024. On va parler d'un autre paradoxe qui est propre aussi à la relation entre le Maroc et l'Algérie aujourd'hui. L'histoire rappelle que le Maroc a protégé, soutenu plusieurs résistants algériens, dont Abdelaziz Bouteflika lui-même. Le Maroc a soutenu l'ALN. Comment comprendre cet autre paradoxe de la part d'Alger? Oui, c'est très paradoxal, effectivement, mais le paradoxe, il est ancien, parce qu'il a commencé dès 1962-63. Effectivement, pendant les années 54 à 62, le Maroc hébergeait Bouteflika, Boumedienne, une partie de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale. Et puis, en 62, lorsque l'armée des frontières, comme on l'appelait, est entrée en Algérie, il y a eu les premières escarmouches, les premières guerres avec le Maroc. Donc on voit que dès 1962, il y a cette contradiction qui est très forte. Alors aujourd'hui, à la lumière de tout ce que l'on vient de dire, Xavier Driancourt, comment est-ce que vous percevez l'évolution de ce pays? Parce que vous avez connu le Hirak 3 ans après cette insurrection populaire, et puis au regard de ce revirement majeur aussi sur le dossier du Sahara, comment va évoluer l'Algérie? Quels sont ses défis aujourd'hui, tant sur le plan national qu'international? Vous me demandez mon sentiment personnel. Je ne vous cache pas que je suis très pessimiste. Je ne vois pas d'évolution à court terme, à moyen terme, du côté algérien dans la relation franco-algérienne, dans la relation algéro-marocaine. Je ne suis pas du tout optimiste. En plus, compte tenu du contexte international, ce qui se passe en Ukraine, l'évolution générale de l'Afrique, les relations entre l'Europe et le Maghreb, non, je ne suis pas très optimiste. Pardonnez-moi d'être aussi direct. On va terminer avec cette question. Le président Macron, lorsqu'il est venu au Maroc, il a dit du Maroc que c'était une terre de littérature. L'Algérie aussi est une terre de littérature. En témoigne le dernier prix Goncourt attribué, le prestigieux prix Goncourt français attribué à l'auteur Kamel Daoud pour le livre Houri. J'aimerais vous entendre justement sur cette récompense que l'Académie Goncourt a fait à un auteur algérien. Oui, c'est effectivement un prix et une récompense très prestigieuse. Kamel Daoud, que je connais bien, que j'ai bien connu en Algérie, il a écrit ce livre sur la décennie noire, mais c'est donc là aussi la réintroduction d'un sujet mémoriel
dans l'histoire. Et la réintroduction d'un sujet mémoriel, mais celui de la guerre civile de la décennie noire algérienne, qui est ainsi dans la littérature, et on voit le succès de son livre Houris en France et en Europe, il va y avoir des traductions dans le monde entier. Donc la réaction algérienne, j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux, est extrêmement violente et critique vis-à-vis de Kamel Daoud, vis-à-vis de la France, vis-à-vis du jury du prix Goncourt, vis-à-vis de l'éditeur Gallimard qui a été interdit au Salon du Livre à Alger. Voilà, on voit donc la réaction de l'Algérie vis-à-vis de ce prestigieux prix Goncourt. Je ne vous ai pas posé la question, effectivement, mais quel accueil a été réservé aussi à votre livre en Algérie? Il a été beaucoup lu, beaucoup commenté. Il a beaucoup circulé ou il a été beaucoup piraté, mais il a été édité en Algérie. C'est quand même étonnant. Il a été édité en Algérie. Encore une contradiction. Encore une contradiction, et il a été beaucoup lu et beaucoup commenté. Et il n'y a jamais eu de réaction sur le fond. C'est-à-dire, on ne m'a jamais critiqué sur le fond. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai passé presque 8 ans en Algérie, donc c'est pas comme si j'étais allé 8 jours en Algérie et que j'avais écrit un article ou une thèse ou quelque chose sur l'Algérie. J'ai passé presque 8 ans, 2 fois 4 ans, et donc voilà, mes observations ne peuvent pas être passées par pertes et profits en quelque sorte. Merci beaucoup Xavier Driancourt d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, que vous présentez en ce moment donc, au Maroc. Vous faites une tournée pour présenter cet ouvrage. Merci à vous, c'est la fin de cet entretien.